Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'ouvrir cette session aujourd'hui, avec pour invité Thierry Boiron, que je salue. J'aurai également à mes côtés John Crowley et Henri Van Elvik, qui sont deux des associés de Trust Inside, qui pourront intervenir, enfin qui sont libres d'intervenir à certains moments. John va m'aider sur un plan un petit peu technique également sur cette gestion de ce webinaire. Un grand plaisir d'être avec vous. Je connais certains des participants et il y en a d'autres que je découvre et je me réjouis qu'ils soient présents. Bienvenue à vous pour traiter ce sujet à la fois éminemment important et complexe, qui est celui de la confiance comme levier de transformation de la croissance et de la rentabilité des entreprises, de votre entreprise. Faire le lien entre confiance, pardon, croissance et rentabilité, pour certains, c'est une évidence et pour beaucoup d'autres, ça ne l'est pas. Donc, Thierry va être en première ligne pour nous apporter son éclairage et sa grande expérience des entreprises, de l'entreprise, tout de suite. Je vais juste le présenter en deux mots, hein. Thierry est donc a occupé différentes fonctions de direction générale, présidence du conseil d'administration, direction générale, etc. Au fil des années, au sein des laboratoires Boiron, qui est donc cette entreprise familiale, hein, dans laquelle il a fait l'essentiel de sa carrière. Et ce qui est très intéressant, et je dois dire que je me réjouis que Thierry initie avec nous cette série de webinaires, parce que c'est un fidèle, si je puis dire, un fidèle parmi les fidèles, puisque maintenant ça fait depuis 2012 que nous nous connaissons. Il a participé à l'émergence, à la naissance de l'arbre de confiance dont nous allons parler tout à l'heure. Et il est associé, actionnaire également de Trust Insight, donc il nous connaît bien les enjeux. En même temps, il a une très grande connaissance, comme je l'ai dit, des entreprises, mais pas qu'en. Alors, en France, bien sûr, son entreprise est basée à Lyon, comme je pense que tout le monde le sait, mais également à l'international, puisqu'il a, si je ne dis pas de bêtises, créé des filiales de Boiron aux États-Unis, au Canada et même en Inde. Donc, cette vision très internationale du management, du leadership des organisations, en fait, hein, pour nous, un invité particulièrement passionnant à écouter. Et voilà, je vais lui passer la parole tout de suite pour ne pas en dire plus. Simplement, oui, je suis donc Pierre Vinicki, président fondateur de Trust Inside. C'est quand même que vous sachiez qui vous avez en face de vous. Et voilà, mais je reviendrai d'ici à peu près un quart d'heure. Et là, je laisse la parole à Thierry pour nous partager. J'ajoute, pardon, petit point juste technique avant que nous commencions. Vous avez sur votre écran, alors, c'est la formule webinaire que nous avons choisie au sens zoomien du terme. Ça veut dire qu'en tant que participant, spontanément, vous ne pouvez qu'interagir sous forme écrite, pas vidéo ou orale. Et pour ce faire, je vous invite à utiliser le petit Q&R, questions et réponses Q&R que vous avez en bas de votre écran, qui est destiné à cela. Et voilà, c'est la meilleure façon de nous poser vos questions. N'hésitez pas à le faire, vos questions, vos remarques, vos commentaires. Dès la première intervention de Thierry, n'hésitez pas à commenter et à intervenir. Voilà. Si toutefois l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous veut absolument intervenir de manière audiovisuelle, c'est possible, c'est un petit peu plus compliqué techniquement. N'hésitez pas à le signaler dans le chat, par exemple, ou dans Q&R également. Et John vous fera passer au statut de panéliste. C'est un petit peu plus acrobatique, mais ça devrait le faire, comme on dit. Donc, voilà, je me tais et je passe la parole tout de suite à mon ami Thierry. Merci Pierre pour cette introduction. Merci Pierre et John pour votre invitation ce soir. Ça me fait très plaisir en effet de pouvoir passer ce moment avec vous tous. Alors on est dans la limite de de la capacité à connecter parce qu'évidemment je vous vois pas. Donc voilà, mais j'attends bien sûr vos réactions et vos questions parce que mon propos va être un propos liminaire, c'est-à-dire un propos d'introduction. Je vais partager avec vous en fait tout simplement ma passion comme l'a exprimé Pierre tout à l'heure. Je suis pas sûr d'être passionnant, mais en tout cas, je suis passionné.
passionné par la confiance et je vais vous dire tout de suite quelque chose qui va vous paraître un petit peu surprenant, mais l'entreprise Boiron est fondée sur la confiance. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, quand j'accueille les médecins, les pharmaciens qui viennent visiter l'entreprise, je leur dis, voilà, vous rencontrez aujourd'hui une entreprise familiale. Donc déjà, c'est important. Entreprise, on y reviendra dans 30 secondes. Familiale, c'est encore une particularité et qui est basée en particulier sur la confiance. En particulier, parce qu'il y a deux, trois autres mots que j'utilise, bien sûr, pour présenter l'entreprise, vous vous en doutez. Mais sur la confiance, c'est essentiel. Ça a été une racine de vie de la construction de l'entreprise. Parce qu'en fait, nous fabriquons des médicaments homéopathiques. Et ces médicaments homéopathiques, comme souvent on nous le critique, mais il n'y a rien dedans. Alors, en effet, la science aujourd'hui, les sciences fondamentales ne nous permettent pas également de voir dans le médicament final s'il y a bien la dilution qu'il faudrait y retrouver. Donc, ça veut dire que très vite, très tôt, nous avons dû instaurer une chaîne de confiance entre le récolteur de plantes jusqu'à le pharmacien et le médecin qui prescrivent le médicament homéopathique. Et au milieu de cette chaîne de confiance, il y a tous les acteurs du laboratoire qui préparent et fabriquent cet ingrédient actif et ces médicaments. Voilà. Donc ça, il faut savoir que très tôt, très vite, tout petit, je suis tombé dans ce baril de granules et dans cette ambiance familiale et entrepreneuriale basée sur la confiance. Voilà, ça c'était juste pour vous dire un peu qui je suis. En effet, Pierre l'a dit, je me suis promené un petit peu dans quelques coins du globe et c'est comme ça que j'ai pris conscience de l'humanité et qu'il y a quelque chose qui m'a toujours aussi habité. Et je vais tout de suite vous dire la fin de mon propos. C'est-à-dire que mon propos va durer 7, 8, 10, 12 minutes, peut-être 15, parfois je m'emporte un peu. Mais je vais tout de suite vous dire là où je veux vous emmener. Et je vais vous dire que la fin de mon propos, qui n'est pas une conclusion, mais qui est une ouverture, c'est que la confiance est un ingrédient essentiel de la relation humaine qui permet à la fois la performance individuelle et aussi la performance collective. Voilà, c'est tout simple, c'est fini, on a terminé, on peut passer aux questions-réponses. Voilà, parce que finalement, c'est ça, c'est tout simple. Euh, et je tiens à vous donner la fin de mon propos, et c'est pas juste un effet de manche, c'est ce que je fais dans l'entreprise tous les jours. Tous les jours, je demande à mes collaborateurs, et je le fais moi-même, je demande à savoir quelle est la fin. C'est quoi la fin de la réunion? Parce qu'on garde toujours pour la fin les éléments les plus importants. Or, moi, je trouve que c'est très désagréable d'être emmené dans un propos, à écouter en plus un propos sans pouvoir intervenir ou discuter, etc., comme ce soir. Eh bien, je vais vous emmener quelque part, je ne vous dis pas où. Et donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je crée une tension. Ben, plutôt que de créer une tension, hop, je l'évacue tout de suite et je vais vous partager mon intention. Et mon intention, c'était de vous proposer, en effet, de partager quelques éléments qui vont collaborer et construire mon propos de fin, la confiance, un élément essentiel de la relation humaine qui permet la performance individuelle et collective. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous. La deuxième chose qui me paraît très importante, c'est que la confiance, d'abord, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix personnel, plus qu'individuel. Je veux dire par personnel, c'est que ça touche notre intimité, ça touche nos valeurs, ça vient nous rencontrer. C'est un choix. On peut faire confiance dans telle situation, on peut ne pas faire confiance dans telle autre situation. On n'est pas un être de confiance tout azimut et toute direction. Non, on choisit les situations, les relations dans lesquelles on a en effet envie et où on décide d'accorder notre confiance. Et je voudrais rester 5 secondes sur ce terme d'accorder parce que c'est toute l'intimité de la confiance. Accorder, quand on dit je vous accorde ma confiance, l'accord, c'est le cœur, c'est là que ça vient prendre, et d'accorder avec l'autre
La confiance, ça veut dire qu'on va se mettre en harmonie et qu'on va se faire confiance. Voilà, et c'est ça la décision de la confiance. Donc le premier bloc constructif de mon propos ce soir, c'est le fait que la confiance, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix individuel, très personnel. Le deuxième élément euh, qui est essentiel pour moi, c'est que la force de l'entreprise vient des hommes et des femmes qui la composent. Voilà. Là aussi, c'est une vision, c'est un biais cognitif, mais c'est comme ça. Pour moi, c'est ça. L'entreprise, ce sont des hommes et des femmes, et la force de l'entreprise, elle est constituée par ces hommes et ces femmes. Voilà. Et on va voir juste après en quoi la confiance, en effet, est essentielle pour optimiser la performance individuelle et collective. Euh, et puis, troisième bloc très, très important, c'est qu'en fait, l'humain, que nous sommes, hommes et femmes, l'humain se développe, s'épanouit d'autant mieux qu'il est dans un environnement bienveillant, dans un environnement où on lui donne la possibilité de s'épanouir. Et donc, là aussi, c'est une clé que propose la confiance. Alors, jusqu'à encore il y a quelques années, on ne savait pas très bien, hein, c'était la confiance, on parlait de confiance comme on parlait de défiance ou de méfiance ou d'autres choses. Et là, on n'avait pas beaucoup d'objets, on ne savait pas très bien comment approcher la confiance. Et Pierre, avec toute son équipe, dont j'ai fait partie et dont je fais partie encore aujourd'hui, a construit vraiment une objectivation à travers l'arbre de confiance et il nous en parlera dans quelques minutes. Mais c'est avec cette visualisation-là, avec cette compréhension-là, qu'on peut en effet savoir de quoi on parle, c'est quoi la confiance. Et ben voilà, ça, il va pouvoir nous en parler un peu, bien sûr, tout à l'heure. Et puis, comment est-ce que je peux améliorer justement la confiance? Donc là, ça, c'est très intéressant de pouvoir objectiver et de pouvoir en parler. Voilà, on peut ne pas être d'accord sur les composants, hein. Pierre, il a structuré ça autour de 7 habitus. On peut en discuter, mais au moins, on peut en discuter. Voilà. Donc ça, c'est essentiel. Alors, revenons au propos cœur. Propos cœur, c'est-à-dire la performance de l'entreprise. Mais l'entreprise, d'abord, vit dans un biotope, dans un environnement. Alors, vous savez, les Américains, ils sont très forts hein, pour les acronymes, pour les tendances, les slogans, etc. Mais ils nous ont proposé, il y a quelques années, le monde VUCA. Aujourd'hui, il nous propose le monde Tuna. Voilà. Donc, ce n'est pas plus mal qu'autre chose. On peut toujours en parler. Ça donne au moins des mots et des repères dont on peut parler. Tuna, c'est bien sûr le ton, mais ça n'a rien à voir avec le ton. C'est le T pour turbulent. L'environnement dans lequel nous évoluons aujourd'hui, il est turbulent. Il est incertain. On va le prononcer en français, on est d'accord. N pour nouveau et A pour ambigu. Voilà. Et je crois que c'est assez juste. Je prenais la parole devant mon équipe de cadres et de dirigeants de l'entreprise l'autre jour, et je suis parti de là pour dire à quel point nous avons un environnement aujourd'hui que l'on ne peut pas prévoir, on ne peut pas prédire. Il faut s'attendre à ce que on ne pouvait pas penser qu'on devrait s'attendre. Voilà, arrivée de Trump, les tarifs, les taxes, les machins, bon voilà, Poutine, la guerre, enfin voilà, c'est tout ça, tout cet environnement-là, sans parler du gouvernement français, sans parler de ce qui pouvait être éventuellement très proche de nous sur un plan réglementaire qui n'arrête pas de changer, d'avoir des contraintes, d'avoir une tension, un stress, un article de loi, etc. Enfin voilà, tout aujourd'hui fait et contribue à ce que l'environnement dans lequel l'entreprise et nos entreprises évoluent est un monde qui est extrêmement difficile, incertain et un peu comme Tuna. Bon, parfait. Une fois que ça c'est dit et qu'on est à peu près d'accord là-dessus, alors l'entreprise, qu'est-ce qu'elle peut faire face à cette réalité, une fois qu'on accepte cette réalité? Vous savez, les Américains, ils disent souvent que il faut accepter la réalité à laquelle on fait face pour pouvoir la changer. Bon, acceptons donc cette réalité que je vous propose aujourd'hui, en tout cas pour la fin de la discussion, c'est-à-dire ce monde tuna. L'entreprise, si elle veut exister, si elle veut performer,
Elle a un objet social, elle a un objet moral, elle a un projet, elle a une volonté. Pour pouvoir exprimer son projet, eh bien, il faut qu'elle soit performante, il faut qu'elle soit en équilibre, c'est-à-dire elle puisse faire de la rentabilité, du chiffre d'affaires, de la croissance. C'est intéressant ce terme, j'aime beaucoup la croissance, parce que la croissance, c'est à la fois croix et à la fois sens. Voilà, croix, on pourrait penser à la croix qu'on porte, mais je crois plutôt à croix dans le fait de croire, hein, puisque la confiance, c'est aussi ça, hein, on a la foi ensemble. Voilà, c'est une vraie proposition. Bien, l'entreprise, pour pouvoir être en croissance et pour pouvoir être en performance, se doit de développer une capacité interne d'adaptation, de créativité, d'innovation, non pas l'innovation de rupture, machin, etc., une innovation extraordinaire, non, 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 juste de l'innovation toute simple, qui permet d'adapter un process, qui permet de maintenir une productivité ou de maintenir un produit sur le marché en changeant le bouchon qui va pas très bien et que voilà. Bon, tout ça, cette capacité d'adaptation, cette agilité provient des hommes et des femmes qui composent l'entreprise, tout simplement. Et ces hommes et ces femmes qui composent l'entreprise, eh bien, on se repose sur eux, c'est nous qui faisons en sorte de pouvoir nous adapter en réfléchissant, en pensant individuellement et collectivement. Or, il n'y a rien de tel que de pouvoir penser, réfléchir, avoir des idées, oser avoir oser des idées un peu disruptives, un peu sortir du cadre, dans un climat de confiance. C'est quand on nous fait confiance que quelque part on peut oser. Si on ne nous fait pas confiance, on va être très restreint au niveau de notre réflexion, de notre pensée. Et il faut que l'ensemble de l'alignement tête, cœur, corps, quoi, quelque part, puisse être optimisé. Cette optimisation, eh bien, la confiance est un élément mais fondamental de cette capacité à être, à pouvoir proposer, proposer. Et donc, cette réalité-là de l'entreprise, eh bien, il n'y a rien de tel que de proposer à l'ensemble des acteurs de l'entreprise de leur proposer un environnement bienveillant, composé sur et basé sur la confiance, qui permet, et là on retrouvera les habitus tout à l'heure dont Pierre nous parlera, puisque ce sont ces éléments-là qu'on retrouve en clé managériale et en clé relation humaine au sein de l'entreprise dans un monde professionnel. On peut bien sûr faire des parallèles sur un monde personnel, dans la famille, etc. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est l'entreprise. Voilà, je regarde ma feuille de pompe rapidement pour voir si quelque part je n'ai pas oublié de vous parler de quelque chose qui me tenait à cœur, mais je crois que j'ai fait le tour de mon propos. Je ne sais pas combien de minutes j'ai tenu et si je suis dans les temps. Pierre, dis-moi, ça va? Bon, eh bien, écoutez, maintenant, je vous ai proposé un petit Oui, buffet sur lequel il y a différents ingrédients. Je vous les ai proposés. La confiance, un élément essentiel de la relation qui permet une performance individuelle et collective. Voilà, à voilà. vous, à nous. Merci Thierry. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, Voilà. Un grand merci Thierry pour ton propos liminaire, à la fois riche, profond et qui donne du souffle et qui ouvre un certain nombre de, je dirais, de fenêtres de réflexion et d'échange, hein, très clairement. Alors, dans ce que tu as prononcé, je vais revenir, en fait, je vais m'appesantir sur trois éléments. Je vais développer trois points parmi ceux que tu as soulevés. Attendez, encore faut-il que oui, mon écran veuille bien. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Alors là, c'est quand même formidable. Attendez, pourquoi? Ah voilà, c'est bon, ça marche. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Alors, euh, je vais appuyer mon propos, mesdames et messieurs, chers amis, euh, et je vais tenter d'analyser certains des éléments que Thierry a partagés avec nous à l'aune de cet arbre de confiance, ce modèle qu'est l'arbre de confiance, qui permet justement de
faire cette chose, oserais-je dire, un peu miraculeuse, et je crois très nouvelle, qui est de faire en sorte que la confiance ne reste plus qu'une espèce de mot générique, de mot général, de concept fumeux, plus ou moins fumeux ou philosophique, même si c'est très bien la philosophie, mais que ce soit quelque chose sur lequel on puisse agir précisément. Mais pour agir précisément sur un phénomène, encore faut-il savoir de quoi il est composé et idéalement qu'on puisse le mesurer. Et c'est ce que nous avons réussi à faire et ce que je vais partager avec vous. Et ceci donc à partir de cet arbre de confiance, et je ne vais pas m'apesantir sur la vie et notre œuvre, mais c'est le fruit, cet arbre de confiance, c'est pas moi qui me suis réveillé un matin avec une bonne idée, c'est le fruit de 3 ans de R&D, d'une centaine de participants et contributeurs de tous horizons socioprofessionnels pendant 3 ans, de 2012 à 2014, au sein du think tank Institut Confiance que j'avais créé à l'époque, et Thierry y a participé comme un des membres fondateurs. C'est pour ça qu'il connaît bien et qu'il a vécu toute cette dynamique. Alors, dans ce qu'a dit Thierry, Thierry a évoqué, à dire, on ne peut pas prévoir. On est dans un monde aujourd'hui dans lequel on ne peut pas ou on ne peut plus prévoir, on ne peut plus prédire. Et que ce soit, il a parlé de Trump, de Poutine, du gouvernement français, il y a tout un tas d'événements endogènes ou exogènes aux entreprises et aux organisations qui font qu'effectivement, on est dans une incertitude permanente, de plus en plus lourde et pesante à supporter, je dirais. Et vous voyez dans cet arbre de confiance, en haut à droite, acceptation de l'incertitude, du risque et de la complexité. Voilà, et là je vais vous montrer d'ailleurs le feuillage de plus près. Vous voyez que dans cet arbre, il y a donc 7 pièces de puzzle. Thierry a employé un mot qu'il s'est totalement approprié depuis le temps, enfin depuis qu'on se connaît, mais que certains d'entre vous ne connaissent pas forcément, qui est le mot de habitus. Euh, Quand on a construit cet arbre, on s'est dit, mais c'est quoi les comportements constitutifs d'une culture ou de pratique de confiance? Comment on va les appeler? Des comportements, des pratiques ou autres? Et on a finalement pris un terme un peu plus sioux, passez-moi l'expression, qui est le mot de habitus, H-A-B-I-T-U-S. Habitus, c'est un mot d'origine biblique, mais qui a été popularisé par un sociologue mondialement connu qui est décédé maintenant depuis une vingtaine d'années, qui est Pierre Bourdieu. Certains d'entre vous le connaissent ou l'ont même étudié. Et donc, un habitus, c'est un comportement ou une attitude qui trouve son origine dans un héritage social ou culturel ou dans des croyances. Et donc, on a là, vous avez sous les yeux, les 7 habitus constitutifs d'une culture ou de pratique de confiance. Et celui qu'a abordé Thierry en évoquant cette incertitude, ben, c'est marqué noir sur blanc. L'incertitude, le risque et la complexité, qui renvoie de manière sous-jacente, mais je ne vais pas trop là m'y approfondir, quoique ça renvoie au rapport au contrôle. Dans une culture d'entreprise, d'organisation, d'administration que chacun d'entre vous connaissez ou vivez, dès lors que la culture ne favorise pas, n'accepte pas la notion d'incertitude, des risques de complexité, ben, en général, ça va se traduire sur un plan de fonctionnement du leadership et du management par du contrôle, pour ne pas dire du surcontrôle. On va tout verrouiller, on va tout vérifier, on va rien laisser aux équipes, on va rien leur laisser faire sans tout contrôler parce qu'on a peur de ci, on a peur de ça, on a peur de son ombre. Et finalement, ça embolise l'entreprise, ça embolise le fonctionnement et ça annihile la créativité et l'innovation. Et ça, c'est le deuxième point qu'a évoqué Thierry. Il a parlé d'oser, de sortir du cadre. Alors, dans oser sortir du cadre, j'y vois 2 habitus de l'arbre, vous voyez, pour ne pas dire un troisième en réalité, mais je ne vais pas avoir le temps de trop approfondir. Donc, d'abord, pour oser, il faut effectivement, enfin, comment dire, il faut accepter l'incertitude, le risque et la complexité, le risque que les choses ne tournent pas comme c'est prévu. Sinon, on n'innove pas. Quand on innove, on peut se tromper, forcément. Et ça renvoie d'ailleurs à l'habitus juste au-dessous, à droite, acceptation du droit à l'échec ou à l'erreur, qui est fondamental. Et je pense que, je sais pas, tout le monde n'est pas français. D'ailleurs, j'en profite pour dire que nous avons des amis camerounais, entre autres, qui sont présents ici, que je salue, y compris la petite équipe de Trust Inside Cameroun, Abdoulaye et Marc Julien qui sont présents et que je salue et que je remercie pour leur engagement. Mais en tous les cas, le droit à l'échec ou à l'erreur, on ne peut pas dire que notre beau pays qu'est la France, ce soit culturellement ce qui est le plus ancré.
depuis notre plus tendre enfance. Voilà. Donc, ça, c'est un habitus qui est mis en tension par les sujets qu'a évoqué Thierry. Et enfin, il a dit oser et sortir du cadre. Mais encore faut-il qu'il y ait un cadre, ou que ce cadre soit clair et soit partagé. Et ça renvoie à un autre habitus en bas à gauche: cohérence entre paroles et actes, lisibilité et respect des règles du jeu, honnêteté, authenticité, loyauté. Et là, ça renvoie à quelque chose. D'ailleurs, c'est drôle parce que ça renvoie à Thierry, une fois de plus. Je revois comme si c'était hier des réunions de travail de notre groupe Leadership et Management et Confiance en 2012-2013, où s'était posé la question de savoir est-ce qu'on allait employer le mot transparence dans nos facteurs constitutifs de la confiance. Et il y a eu un long débat, et Thierry, finalement, a emporté le morceau, si je puis dire, en disant au groupe de gens tout à fait remarquables, a dit, mais moi, en tant que dirigeant, je n'aime pas cette notion de transparence, non pas que je veuille être opaque, a-t-il dit, mais c'est un mensonge, c'est une survente. On ne peut pas être totalement transparent dans une entreprise, ce n'est pas possible. Quand les laboratoires Boiron ont racheté telle ou telle autre entreprise du secteur de l'homéopathie ou d'autres secteurs de la santé, il y a des moments de négociation dans lesquels on ne peut pas tout dire à tout le monde. On ne peut pas les clamer dans tous les médias qu'on est en train de racheter telle ou telle entreprise, ce n'est pas possible. Donc, il y a des moments où on ne peut pas, voilà. Mais en revanche, être clair, lisible et clair sur les règles du jeu, les respecter, et quand elles ne sont pas respectées, les sanctionner. Donc, avoir un cadre clair, précis et partagé par tout le monde, c'est fondamental. Sinon, on crée du stress, de l'inquiétude, et on empêche les gens de s'exprimer parce qu'ils se disent ouh là 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 là, de quel côté de la ligne jaune je me situe, quelque part. On ne sait pas. Donc, dans le doute, eh ben, on s'abstient. Voilà. Donc, voilà un petit peu quelques éléments que je voulais simplement évoquer. J'ajouterais que ça renvoie dans les propos que Thierry a employés. Il a aussi parlé, il a même peut-être quelque part un peu commencé par ça, la relation, l'importance de la relation. Et donc, ça renvoie à l'environnement bienveillant. Et donc la bienveillance, empathie, bienveillance, reconnaissance, acceptation de la différence. Vous avez aussi un habitus là-dessus. Et voilà. Et bon, il a parlé de co-responsabilité tout à l'heure aussi. Ça veut dire responsabilité, c'est très important. Ça veut dire est-ce que j'ai conscience des conséquences de mes actes sur les autres ou pas. C'est très très important. Là, j'ai pas le temps. On n'a pas l'espace ni le temps devant nous de tout approfondir parce que chacun des habitus, on peut y passer des heures et même des jours ou des semaines. Chacun est très profond, mais voilà un petit peu en tous les cas la grille d'analyse à partir de laquelle on peut objectiver les constituants de la confiance, leur présence ou éventuellement leur insuffisance, voire leur absence, que ce soit à titre individuel ou collectif, d'une équipe de direction comme ex, CODIR, équipe projet, une classe à l'école, peu importe un groupe, un territoire, voire même un pays entier. Je n'entre pas trop là, je n'ai pas le temps, dans les racines, mais qui sont fondamentales dans cet arbre. Et les racines d'un arbre, par définition, on ne les voit pas. C'est sous-jacent, invisible. C'est les croyances, les valeurs, les peurs, l'héritage culturel, l'histoire d'une personne, d'une famille, d'un territoire. L'histoire de Boiron, ce n'est pas la même que l'histoire de Sodexo ou d'EDF ou d'une administration française, ou bref, et a fortiori d'un autre pays. Les compétences, les savoirs, et ça intègre aussi les lois et les normes. Les normes et les lois françaises, notamment dans la santé, que Thierry connaît bien, bah, ce n'est pas la même qu'aux États-Unis, au Canada ou en Inde. Bon, voilà. Et tout ça, donc, a une influence sur cet arbre et sur sa couleur. Et en plus, vous avez à droite l'environnement institutionnel et symbolique et les conditions matérielles. Thierry a parlé de Trump, de Poutine, de tous ces événements externes qui se produisent dans le monde et qui peuvent, penser à la pandémie du Covid il y a quelques années, tout ça, ça a un impact considérable sur le fonctionnement d'une organisation et sur les relations de confiance internes et externes qui peuvent s'y dérouler. Et donc, ça, voilà. Et tout ça va donc influer sur la couleur de l'arbre. Et j'en profite pour dire que justement, que notre modèle de l'arbre, on ne s'est pas contenté d'avoir ce modèle. Objectivement, on s'est dit comment mesurer la couleur de telle ou telle des pièces de cet arbre, de son feuillage, pour pouvoir
agir sur certaines des pièces qui seraient éventuellement un petit peu faibles ou défaillantes. Eh bien, on a traduit ce modèle en outils de mesure qui sont des baromètres de mesure de la confiance, qui sont des outils web et mobiles que nous utilisons dans notre pratique chez Trust Inside et avec nos partenaires, et j'y reviendrai largement, dans des entreprises, dans des administrations publiques, dans des écoles élémentaires, primaires, collèges, lycées, universités, en France et pas qu'en France, en Afrique, dans des pays anglo-saxons, dans le monde, en Europe. Voilà, donc on a un outil qui permet de passer de l'objectivation de la confiance à la mesure. Et dès lors qu'on peut objectiver et mesurer la confiance, eh bien, on peut identifier des pistes d'action, des pistes de progrès pour faire revenir au vert un arbre qui ne le serait pas dès le départ. Voilà. Alors, je ne vais pas m'apesantir là à ce stade, mais sachez en tous les cas que ce que je vous dis là, l'échange qu'on a là, y compris ce que j'évoquais de Thierry et de cet exemple-là sur la transparence tout à l'heure, c'est une anecdote que je raconte dans le livre Le chemin de la confiance qu'on vient de faire paraître là il y a quelques mois et qui reprend un petit peu toutes ces notions. Et vous voyez au dos du livre, d'ailleurs, il y a une citation d'un autre de nos proches, c'est Bernard Fontana, qui est le nouveau CEO, le nouveau président d'EDF. Il était le président de Framatome jusque-là et qui dit: le chemin de la confiance m'a aidé à renforcer mon leadership en agissant sur les principaux leviers de la confiance. Donc, on voit qu'on a des dirigeants de très grande qualité, d'entreprises très différentes. Enfin, Boiron, c'est quoi, une ETI, je crois. C'est la Ah oui, catégorie. oui. C'est une ETI. C'est pas la même taille qu'EDF, c'est tout à fait Ah différent. non. Mais on voit bien qu'on a des dirigeants d'entreprises très différentes qui sont convaincus de cet enjeu et de ces outils. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Je crois que voilà, on tient à peu près notre timing. Un quart d'heure pour Thierry, plus ou moins un quart d'heure pour moi. Et je regarde s'il y a des questions déjà. Est-ce que vous avez les uns ou les autres des questions, des remarques, des commentaires? Oui, Voilà. il y a une question. Il y a une Voilà. question de Monsieur Cointy que Voilà. je lis pour gagner du temps. Il dit: Bonsoir, Thierry pourra-t-il nous dire comment il favorise concrètement la confiance dans les équipes de Boiron, mise en œuvre pratique des habitus? Point d'interrogation. C'est pas une petite question, mais c'est une question évidemment tout à fait intéressante que je soumets à la sagacité aussi bien de Thierry que de Pierre. Oui, alors au niveau de Merci l'entreprise, en Bertrand. fait, ça se fait assez, je dirais, naturellement, encore une fois, parce que nous avons cette culture de confiance, mais ça se traduit par justement, dans un comité de direction, de pouvoir se challenger. Nous sommes aujourd'hui en pleine réorganisation. Nous sommes en pleine réorganisation et nous sommes à notre deuxième PSE en 7 ans, le plan de sauvegarde de l'emploi. Ça crée une tension et une défiance. Parce qu'on peut se dire, mais l'entreprise Boiron, alors à ce moment-là, vous êtes en difficulté, vous allez faire encore un PSE, mais alors, moi, je commence à me demander si je peux encore avoir confiance dans cette entreprise, par exemple. Eh bien, dans des situations comme celle-ci, j'étais aujourd'hui à Tours, justement, où nous réduisons l'effectif. Et donc, j'étais avec des gens qui ont 35, 40 ans d'expérience de l'entreprise et qui vont devoir peut-être perdre leur emploi. Mais c'est à la fois inhumain, à la fois c'est les lois françaises, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas s'y soustraire. Eh bien, il faut trouver les mots qui permettent de traduire justement la confiance avec laquelle nous souhaitons mettre en œuvre ce plan de réorganisation. Et donc là, nous faisons appel à la réflexion préalable qui nous a amené à construire des mesures d'accompagnement pour que les gens aient confiance dans leur capacité à retrouver un second souffle dans un emploi différent dans une autre entreprise. Ça va être sur un plan financier, économique, temporel, d'accompagnement psychologique, d'accompagnement humain, etc., etc. Mais à chaque fois qu'il y a des situations, et il y en a tous les jours, nous devons, enfin, assez naturellement, nous réfléchissons à comment justement pouvoir la gérer au mieux. Et donc, la confiance vient. Alors, les habitus en tant que tels, on n'a pas encore pu les mettre en œuvre parce qu'on a suivi, on a subi, pardon, depuis maintenant 7 ans, une réorganisation permanente qui fait que on a changé de directeur général, etc. Donc, on n'a pas pu le mettre en œuvre encore avec Pierre. Je sollicitais Pierre encore il y a quelques semaines pour la réflexion de pouvoir le faire bientôt.
Et donc, les habitus, quelque part, le droit à l'erreur, je l'utilise tous les jours, l'équipe de direction l'utilise tous les jours, parce qu'on a tous les jours des gens qui font des erreurs. Mais ce n'est pas un souci pour nous. Ça n'est pas du tout une démarche coercitive, mais c'est une démarche au contraire d'amélioration permanente. Bon, voilà, donc on a des choses qui sont évidentes, puisque ces habitus, j'ai en effet participé, comme Pierre gentiment le mentionnait, à partager ma culture d'entreprise avec l'Institut Confiance et maintenant Trust Inside. Et donc, voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça nécessiterait beaucoup plus de temps pour vraiment descendre dans le détail, dans la granularité de situation. Mais on utilise, je dirais, et on fait preuve d'incarnation de la confiance tous les jours. Tous les jours. Alors, je Merci. vois que Isabelle Cussac a posé une question. Je laisserai John la Non, formuler non, dans un instant. vas-y. Non, j'ai Si tu juste. l'as sous les Oui, oui, je l'ai sous les yeux, mais j'aurais envie quand même de demander à Thierry une question un peu, enfin voilà, personnelle quelque part. Euh, Depuis qu'on se connaît, depuis 2012, Oui, que tu as vécu cette aventure de oui, l'émergence de l'arbre de confiance, oui. c'est pas toujours facile, bien sûr, de s'auto-analyser, de s'auto-évaluer. Mais si tu refais le film entre ton mode de management et de leadership avant l'arbre de confiance, avant que tu ne te lances dans cette aventure avec nous, et ton mode de management depuis aujourd'hui, est-ce que tu y vois une petite évolution? Est-ce qu'il y a certains des habitus dont tu avais peut-être moins conscience ou qui étaient peut-être moins présents dans ton fonctionnement à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui, selon toi? Euh, oui, alors d'abord, ce travail que tu as mené m'a permis de mettre des mots et de mettre des notions que j'avais, mais que je n'avais pas nécessairement reliées à la confiance. Je n'avais pas complètement compris que le droit à l'erreur participait à la confiance. Pour moi, c'était une évidence, le droit à l'erreur, ça permettait la dynamique, ça permettait très bien. C'était humain. Pour apprendre à marcher, on est tombé tous 3353 fois. Et donc, on s'est relevé. Bon, voilà, ben, dans l'entreprise, on ne peut pas se permettre 3353 fois. Mais par contre, on peut tomber une ou deux fois. Ce n'est pas un souci. Et on va se relever. Et on enrichit de l'expérience. Bon, donc ça m'a fait prendre confiance. Tout le travail qu'on a fait ensemble m'a permis de mettre des mots et des concepts ensemble sous comment je dirais, sous le chapeau de la confiance. Et ça a été très important pour moi et puis de mieux les comprendre, les véhiculer, les travailler avec toi m'a permis de les affiner et de les peaufiner. Donc, oui, oui, ça a amélioré, bien sûr, bien sûr. Ok, merci Thierry. Bah, de toute façon, n'hésite pas à réintervenir bien sûr à tout moment. Là, je vois donc Isabelle Cussac a écrit dans le chat la chose suivante. Dans son ouvrage L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera pas, Pascal Demurger, qui est le DG de la Maïf depuis déjà pas mal d'années, décrit avoir mis en place un management par la confiance. Est-ce que c'est différent, un management de la confiance et la confiance telle que vous l'envisagez? Est-ce une facette? Est-ce que cela s'apprend ou est culturel? Alors, écoutez, euh, nous, je dirais que notre démarche, je répondrai de la manière suivante. L'arbre de confiance, tout notre travail sur la confiance, brasse le sujet de la confiance probablement de manière plus large que strictement sa dimension managériale. L'arbre de confiance s'applique bien au-delà d'entreprises, puisque des administrations publiques, des institutions internationales comme l'UNESCO, les Nations Unies plus globalement, la Banque mondiale, ou des écoles, des établissements scolaires dès le primaire, le sont appropriés, cet outil. Donc, de ce point de vue-là, on va au-delà du management de la confiance, mais ça l'intègre très clairement. Je peux juste dire, et j'espère que vous ne verrez pas de mauvais esprit de ma part, que en 2014, quelque chose comme ça, je pense que l'arbre de confiance venait tout juste de naître. Monsieur Demurger m'a accordé un assez long entretien dans son siège social de Niort,
On a eu un long échange, visiblement qu'il a intéressé, puisque ça a duré peut-être 2 heures, et que moi je pensais qu'on arriverait peut-être à faire des choses ensemble, mais il ne m'a plus jamais rappelé ensuite, et visiblement il a fait chemin de son côté autour de ce concept de la confiance. Moi, j'en sais pas plus, je ne sais pas exactement comment il l'a pratiqué, j'imagine très bien, son entreprise se porte bien, donc j'imagine qu'il en a fait un très bon usage du management de la confiance, mais effectivement, je ne peux pas vous en dire plus, puisque effectivement, on n'a pas été amené à se revoir. Voilà. Alors, est-ce que alors Pierre, voilà. est-ce que tu me Oui, permets d'intervenir en rebond par rapport à ça et par mais tout à rapport fait. à la toute fin de la question d'Isabelle que je salue? Je crois qu'il y a deux angles intéressants ici. L'un, c'est que tu dises un mot dans ta perspective, et Thierry peut également apporter la sienne à cet égard, euh, de questions de confiance qui clairement ne sont pas des questions de management. Et là, c'est la question du rapport entre la confiance en soi et le chemin de la confiance, qu'il serait sans doute utile pour les spectateurs que tu développes un petit peu. Parce que là, on est clairement sur un aspect de la confiance qui dépasse le management, mais qui n'est pas sans lien, évidemment, avec la question d'un management de confiance. Et ensuite, il y a la question de l'apprentissage, qui est très important et dont je sais tu vas parler par la suite dans ce webinaire. Euh, Clairement, la confiance s'apprend, mais s'apprend de manière aussi bien culturelle qu'éducative, à la fois de manière formelle et par osmose. Et donc là aussi, il me semble tout à fait intéressant que tu en parles dans le sens de la question posée, mais peut-être aussi en abordant d'autres aspects. Tu veux Alors, commencer? Voilà, c'est ça. Vas-y, dis, Pierre. euh, donc, sur ce que dit John, alors, notre vision de la confiance, effectivement, ça intègre la confiance en soi, la confiance dans les relations entre un dirigeant et ses collaborateurs, la confiance vis-à-vis de l'environnement, la confiance à tous les niveaux. Donc, de ce point de vue-là, je pense que la dimension de management, ça dépend ce qu'on met derrière le mot management, de toutes les façons. C'est vrai que c'est un mot, lui aussi, qui est très valise. Tout est dans tout, dans le management. La confiance en soi, on me pose très souvent la question, d'ailleurs. Euh, j'ai très souvent entendu, mais Pierre, est-ce que l'arbre de confiance, c'est l'arbre de la confiance en soi? Et ma réponse est la suivante, je dirais que l'arbre de confiance intègre indiscutablement la confiance en soi, mais ne se limite pas à ça. Elle l'intègre, pourquoi? Parce que, contrairement peut-être à des approches strictement de développement personnel, euh, ma conviction, c'est que on nourrit sa confiance en soi dans l'interaction qu'on a avec les autres. Ça vaut dès la plus tendre enfance dans la relation qu'on a avec ses parents, avec ses enseignants. Si vous avez des parents et des enseignants qui vous humilient en permanence, qui vous culpabilisent, qui vous disent que vous êtes le dernier des abrutis, ça ne va pas vraiment vous aider à générer de la confiance en vous. Idem dans une relation évidemment d'entreprise. Donc voilà, c'est ce que j'aurais envie de dire à ce stade-là. Sur la dimension formation à tous les niveaux qu'évoque John, j'y reviendrai effectivement tout de suite après. Et j'aurais envie là peut-être de répondre parce que je vois que Bertrand a posé une question ensuite, alors oui, il me demandait d'approfondir le tronc et les racines, hein, sur laquelle j'avais effectivement été rapide. Alors, c'est effectivement quelque chose de fondamental. Alors, voilà, attendez, je vais essayer de revenir voilà, sur la bonne slide. Voilà, ben on y est là, tiens, justement. Alors, effectivement, Bertrand, tu as raison de. Euh, alors, tu me poses une autre question. Trust Inside à avoir avec la confiance en soi? Non, si, oui, je vais répondre. Je viens de répondre que oui, c'était le cas, mais que ça ne se limitait pas à ça. Et donc, pour revenir à ta question, Bertrand, sur l'importance des racines, elles sont fondamentales. Et notre expérience, et c'est tout l'intérêt de la démarche et du modèle et des outils, y compris des baromètres de confiance, c'est que bien souvent, quand dans une équipe, vous vous rendez compte qu'il y a par exemple un problème de coopération
voyez, qui ne font, vous voyez, en haut, co-responsabilité, coopération, émulation. L'équipe ne coopère pas. Ben, vous pouvez leur faire tous les séminaires sur les charmes de la coopération que vous voulez, ça a peu de chances d'être très efficace. Pourquoi? Parce que si vous creusez dans les racines de l'arbre, justement, à l'aide des outils tels que ces baromètres, eh bien, vous allez vous rendre compte que individuellement ou collectivement, il y a fort à parier que si l'habitus co-responsabilité n'est pas vert, mais est jaune, voire orange ou même rouge, vif, c'est-à-dire rouge, donc totalement un niveau de co-responsabilité très faible, eh bien, un travail, un passage par les racines, grâce à la méthode et les outils que nous proposons, eh bien, va montrer qu'il y a un autre habitus qui est lui aussi orange ou rouge. Par exemple, l'acceptation du droit à l'échec ou à l'erreur. Par exemple, très précisément, dans une équipe dans laquelle il y a un très faible droit à l'échec ou à l'erreur, où on sanctionne l'erreur de manière personnelle, individuelle et dure, eh ben, qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va faire que les gens ne vont remonter au chef que ce qui va bien, et pas les problèmes, et chacun va se renvoyer la patate chaude. Ah, maintenant, chef, c'est pas moi qui suis à l'origine du problème, c'est le voisin d'à côté, ou c'est le département comptable là-bas, ou le département achat qui a fait n'importe quoi. Donc, il n'y a pas d'esprit de co-responsabilité. Ce qui veut dire que les racines sont un passage obligé absolument fondamental pour identifier où se situe véritablement le cœur du problème à traiter. Sinon, vous risquez, si je reviens à l'analogie médicale et thérapeutique, vous allez donner un mauvais médicament qui servira à rien au patient parce que vous l'aurez pas analysé de manière holistique et dans sa globalité. Et je pense, en disant ça, avoir un vocable qui est pas très loin de l'homéopathie, je crois, où on analyse les personnes dans leur globalité. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas étonnant que Thierry se soit intéressé à à tout notre sujet il y a maintenant plus de 10 ans. Voilà. Donc, j'espère que Bertrand avoir répondu à ta question. Et donc, cette notion de causalité entre les habitus, de capacité à faire le lien entre eux. Et j'ajoute que si on a présenté cet arbre sous forme de pièces de puzzle, c'est pas uniquement pour faire joli, c'est bien pour justement signifier cette dimension de rapport de causalité, de lien de cause à effet qui existe entre les habitus. Et que ça ne suffit pas. Vous voyez, très, très précisément là, à l'instant où on se parle, nous démarrons une mission dans une très grande entreprise internationale de cosmétiques. Je ne la citerai pas, mais c'est un des grands groupes mondiaux de cosmétiques. Eh bien, ce qui nous est demandé, c'est d'intervenir sur le droit à l'erreur dans cette entreprise. Eh bien, au départ, c'était leur demande. Là, on a besoin que vous nous aidiez parce qu'on a une direction qui voudrait travailler sur le droit à l'erreur qui est faible dans cette équipe. Très bien. Ils ont très vite embrassé, si je puis dire, ce modèle de l'arbre parce qu'ils ont compris que pour traiter le droit à l'erreur, il fallait qu'ils aient une analyse plus holistique, plus systémique des comportements managériaux, du fonctionnement et de la culture managériale et de leadership de cette entreprise, parce que s'il y avait un faible droit à l'erreur, c'est qu'il y avait probablement d'autres habitus qui étaient sans doute en jeu. Voilà. Voilà mes réponses à ces questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont arrivées ou pas depuis tout à l'heure. Je n'en vois pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres, mais il y en a peut-être une qui fait transition, Pierre, je me permets d'intervenir, c'est celle de savoir dans quelle mesure on peut apprendre formellement à devenir confiant et dans quelle mesure, au contraire, la confiance émerge par osmose d'une situation de confiance. Alors bien sûr, c'est un peu des deux, mais bien sûr, du point de vue de Trust Inside aussi, et du point de vue de nos interventions, on a besoin de savoir ce qui peut s'enseigner et ce qui ne peut que s'acquérir en situation. Et quelques mots là-dessus m'intéresseraient, je pense, intéresserait tout le monde. Eh bien justement, effectivement, John, merci de ta question qui renvoie effectivement à la suite de mon propos. Si mes slides veulent bien avancer. Alors, je ne sais pas pourquoi là, ça bloque un petit peu. Voilà, attendez, toc, voilà. Hop, voilà. Pour justement faire. Alors, effectivement, donc en réponse à ta question, oui, la confiance, ça peut s'enseigner. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont
historiquement, culturellement, plus ou moins, des comportements de confiance assez naturels. Je pense, je ne veux pas cirer les pompes de Thierry, si je puis dire, mais je pense qu'il a ça. Avant de nous rencontrer, il était déjà porteur de cette valeur et de ces enjeux, très certainement. Bon, mais il n'empêche que pour beaucoup de gens, ça, pour la majorité des personnes, quoi qu'il en soit, ça peut se travailler. Et aussi, comme tu l'as dit, donc il y a des dimensions, je dirais, apprentissage méthodologique, conceptuel et méthodologique, qui sont une chose. Et par ailleurs, il y a ensuite la mise en pratique, l'observation, l'application dans la vie réelle, qu'elle soit dans l'entreprise, dans la vie familiale ou sportive ou autre, de ces concepts. Il faut combiner les deux, concept et mise en pratique, pour faire évoluer ses comportements, ses pratiques, son fonctionnement. Et je me permets, vous voyez, dans ce dernier quart d'heure, ces dernières 10 minutes qui nous restent, de justement vous faire partager, c'est un peu véritablement en avant-première, hein, c'est une avant-première, le lancement, là, ce mois-ci, de juin, de notre plateforme de… Alors, dois-je employer le mot e-learning? Ça intègre une dimension de e-learning, mais pas que. C'est une véritable plateforme d'apprentissage et de mise en pratique et de création d'une communauté d'acteurs et de personnes convaincues de l'enjeu de la confiance et qui ont envie d'y travailler et de se renforcer, de s'améliorer à des fins de management, de leadership ou d'autres enjeux qui sont les leurs. Et donc, cette plateforme, la voici. Je ne vais pas avoir là le temps de vérité. Enfin, je vais quand même… je clique sur mon lien là. Attendez, je vais devoir sortir une seconde et revenir si la plateforme le veut bien. Toc, attendez, j'espère pouvoir accéder à… toc, toc, toc. Alors, attendez, je voudrais accéder directement à notre plateforme. Est-ce qu'on est bien dessus, là? Oui, Je pense que ça a l'air, oui, ça a l'air d'être bon. Voyez, voilà. Notre plateforme, cette plateforme, donc l'Académie de la confiance, qui sort là maintenant, intègre différents modules et les premiers à sortir, à être ouverts là maintenant, ça touche à notre sujet d'aujourd'hui, la confiance dans le leadership de confiance et performance collective. C'est ça l'intitulé. Et pour ce module, pour cette thématique, comme pour les autres d'ailleurs, notamment la transition écologique, sur laquelle on a également des modules là, qui sont déjà disponibles, eh bien, il y a 3 niveaux d'accès. Un premier niveau qui est un niveau de sensibilisation, de formation de premier niveau, et qui donne accès à des… Si je clique dessus, vous voyez ici, ça va vous donner accès à des vidéos explicatives. Là, je ne vais peut-être pas avoir le temps de vous montrer, mais les 7 habitus de l'arbre, chaque vidéo qui dure à peu près un quart d'heure, j'explique exactement de quoi il retourne, de manière très précise et de manière très incarnée et jalonnée d'exemples très concrets. Il y a des études de cas qui sont des sortes des cas pratiques auxquels vous êtes confrontés quand vous accédez à ce module. Et il y a également accès à ce qu'on appelle un carnet de confiance. Et le carnet de confiance, c'est quoi? C'est un outil, justement, par rapport à ce que disait John à l'instant, à sa remarque. Eh bien, le carnet de confiance, c'est… attendez, j'essaie… Voilà. Le carnet de confiance, c'est un outil qui vous permet de noter vos observations dans votre vie quotidienne, dans votre pratique professionnelle quotidienne, qui renvoie à des problèmes de confiance, de méfiance ou de défiance. Et on va vous accompagner par un certain nombre de questions pour noter à quel habitus ça renvoie, ce qui dans les racines, selon vous, est à l'origine du problème. À quel autre habitus, dans cet effet de causalité que je décrivais tout à l'heure, ça peut renvoyer. Bref, on vous aide à cheminer pour vous aider à identifier des voies de résolution de ces problèmes et d'amélioration des relations de confiance dans un but notamment de performance collective auquel vous n'auriez pas forcément pensé. Donc ça, c'est déjà dès ce niveau 1 de cette plateforme. Il y a un niveau 2 qui est plus destiné là à des dirigeants et des managers qui veulent
ou d'autres personnes d'ailleurs, mais qui veulent bénéficier du baromètre de confiance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a un baromètre de confiance managériale notamment, auquel vous pouvez accéder dans ce niveau 2 et qui vous donne droit à une séance de débriefing d'1 heure. Et votre serviteur, moi-même, serait très heureux de vous accompagner. En tous les cas, pour les premiers inscrits dans cette plateforme, c'est moi qui me chargerai de vous aider à analyser vos résultats de baromètre de confiance. Et le niveau 3, c'est un niveau qui est, lui, destiné plutôt à des coachs, des consultants, des formateurs, des professionnels de l'accompagnement, des enseignants, des médiateurs. Et là, avec un accompagnement beaucoup plus soutenu, puisqu'il y a 7 séances d'accompagnement, de coaching, si je peux dire, online, au fur et à mesure des mois, sur une période d'environ 3 mois au minimum. Et surtout, ça vous donne accès à une licence d'utilisation de nos outils pour que, en tant que professionnel de l'accompagnement, du conseil, du management, du coaching, eh bien, vous puissiez utiliser ces outils avec vos propres clients, vos propres interlocuteurs. Et l'idée, c'est même, on vous encourage, on vous invite, à différents niveaux, à donner accès à vos propres clients au niveau 1, qui est lui un niveau plus de sensibilisation, pour que, quelque part, cette culture et ce langage de la confiance, un petit peu, je reviens peut-être un peu à ce que disait John tout à l'heure, soit partagé par le plus grand nombre. Parce que si vous voulez faire bouger les gens dans leur pratique et leur comportement, autant qu'ils partagent la même grille de lecture que vous. Quand vous leur parlez de co-responsabilité, que c'est peut-être ça leur problème ou que c'est le droit à l'erreur, autant qu'ils comprennent de quoi ils retournent. Vous aurez un impact d'accompagnement beaucoup plus puissant si vous parlez le même langage. Hein. Je crois que c'est un point important. Voilà. Donc, je n'entre pas plus dans le détail là, de notre plateforme, si ce n'est que je reviens, pardon, quand même à mon diaporama. Alors, attendez, est-ce que vous le voyez là ou pas? Pas encore. Pas encore. Alors, attendez, pardon, oui. Attendez, il faut que je me remette. Zut. Attendez, pardon. Je me perds dans mes écrans. Hop. Voilà. Toc. Voilà. Toc. Si tout va bien, on devrait revenir à ça. Alors, attendez. Ah, zut, attendez, excusez-moi. Je ne suis pas d'une compétence de manipulation extrême pour ce qui est de nos outils. Je fais ce que je peux. Voilà. On est de nouveau sur l'écran, hein, normalement. Voilà, voilà, j'avance pour revenir là où j'en étais. Alors là, vous avez vu ça, vous avez vu ça. Alors, j'espère ne pas vous traumatiser en ayant un ton un peu commercial, mais puisque vous êtes, chers amis, les premiers à participer à ce webinaire, enfin c'est vous participez à ce webinaire qui accompagne quelque part le lancement de cette plateforme de e-learning, eh bien, si celle-ci vous intéresse, si vous pensez que ces outils peuvent vous aider dans votre pratique, que ce soit coach ou consultant, et il y en a un certain nombre parmi vous, j'ai vu, qui occupait ce type qui exerçait ce genre de métier, ou d'autres, ou quelles que soient vos professions et activités, eh bien, puisque vous êtes ici présent avec nous aujourd'hui, eh bien, on vous propose une offre exceptionnelle que vous ne sauriez refuser, si je puis dire, dans la mesure où vous prendrez votre décision avant le jeudi 5 juin, avant minuit. Vous voyez, c'est propos très commercial. Eh bien, vous aurez droit à des remises significatives qui vont de 20% à 35% pour notre deuxième offre et même à 50% pour la troisième, celle qui concerne les praticiens, les coachs et autres professionnels de l'accompagnement. Donc, vous voyez, il y a tout intérêt à s'inscrire vite sur notre plateforme. D'ailleurs, vous voyez des codes, des QR codes, aussi bien sur le livre, il y en avait un, que sur la plateforme ici. Vous pourrez, si ça vous intéresse, aller plus loin. Et surtout, pour bénéficier de cette offre, il faudra que vous ayez droit qu'on vous adresse un coupon qui permettra de vous inscrire au bon prix. Et pour ce faire, je vous inviterai à… alors, pardon, là, il y a un écran qui montre un petit peu qu'effectivement, l'arbre de confiance, il a été opérationnalisé depuis une dizaine d'années quand même dans beaucoup d'organisations, sous une forme ou sous une autre.
On intervient aussi avant que la plateforme de e-learning existe, je ne l'ai pas dit, mais on intervient beaucoup en termes de coaching, d'accompagnement d'équipe, de team building, de formation, sous des formes humaines, si je puis dire, d'intervention, d'animation de conférences, de séminaires, de webinaires, etc. Et donc, voilà, alors je reviendrai juste à cet écran après, mais pour dire que donc, si vous êtes intéressé par l'une des offres que je vous ai présentées, donc voici, vous retrouverez là mon email que vous avez déjà, parce que je vous ai déjà envoyé un mail et mon téléphone, le voici. Voilà. Et j'ajoute peut-être avant de terminer, vous voyez, il est 20h pile, que ce webinaire aujourd'hui est le premier d'une série et que nous avons dans un mois, le mercredi 2 juillet, même heure, John, que vous connaissez maintenant, qui est président de PHVD et associé Trust Inside et qui est un expert véritablement des enjeux de développement durable, transition écologique, énergie renouvelable, nous fera le plaisir d'être à ma place, hein, pas à ma place, pardon, à celle de Thierry, pour traiter la question de comment répondre à la défiance croissante dans la transition écologique et la RSE. Ça ne vous a pas échappé, c'est un problème majeur, un vrai sujet hein, actuellement, depuis justement toutes les crises là, qui se manifestent depuis quelque temps. Et voilà, et début septembre, le 3 septembre, nous traiterons d'un autre axe sur lequel nous avons déjà des superbes expériences, qui est comment donner confiance aux enfants pour favoriser leur réussite scolaire, avec une femme formidable qui, je crois, est avec nous aujourd'hui, Angélique Sanzé, principale de collège, qui a mis en place l'arbre de confiance dans un collège du Val d'Oise à Goussainville à l'époque, dont elle était la principale, en 2016, quelque chose comme ça, 2017. Et donc, on a vraiment avec des résultats, une étude d'impact qui a été faite assez prodigieuse et que l'OCDE, le grand organisme de l'OCDE, qui délivre les enquêtes PISA, a présenté les résultats et enfin a communiqué sur nos travaux en matière d'éducation. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a un continuum. Je passe quand même, là, il est 20h02, bon, je passe quand même la parole à Thierry 2 minutes, s'il a peut-être une conclusion par rapport à tout ce que nous avons dit là, mon cher Thierry, et puis je vous saluerai avant de vous quitter juste après. Non, moi, j'ai pas envie de conclure, en fait, plus que ce que tu viens de faire. Je trouve que d'ouvrir sur ce que Angélique Sanzé fait dans son collège est magnifique et plein d'avenir. J'applaudissais là en silence et en vidéo parce que je suis, moi, personnellement, très motivé par les enfants. Je trouve que c'est l'avenir de l'humanité, évidemment, et qu'il faut donc pouvoir les sensibiliser très jeunes aux choix qu'ils ont, à leur liberté de choix, dans leur capacité à être ce qu'ils veulent être. Et ça, c'est magnifique que des acteurs de ce monde-là prennent confiance, j'allais dire, dans la capacité à le faire. Voilà, donc non, j'ai rien envie de rajouter. Je trouve ça parfait. Merci Écoutez, beaucoup. Merci. Ça me touche écoutez, énormément. Oui. merci Angélique, je suis content qu'on puisse entendre le son de ta voix et de Oui. ton bel accent chantant grec, puisque c'est Oui. ton origine. Vraiment, ravi que tu sois avec nous et au plaisir de te retrouver là cette fois-ci aussi à la place de Thierry début juillet, début septembre, pardon. Ouais. Alors je regarde s'il y a des remarques dans les voilà, je vois quelques remerciements. Nous, on est vraiment très heureux. C'est nous qui vous remercions d'avoir pris du temps ce soir pour être avec nous. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des critiques, hein, tout ce que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à le faire sur mon mail. Ça nous sera très utile hein, pour nous améliorer. Là, vous voyez, on est droit à l'échec ou à l'erreur. En tous les cas, j'espère qu'il n'y a pas trop d'échecs, mais en tous les cas, certainement des erreurs. Et donc, en tous les cas, tous vos commentaires, vos suggestions seront les bienvenus. Et plus si affinité, si je puis dire. Voilà. Donc, merci à tous. Merci à John. Alors Henri on l'a vu brièvement au début, mais là je sais pas, il a eu un problème de connexion, je crois. Un grand merci à Thierry vraiment de ta participation et Avec grand de plaisir. ton apport, vraiment formidable. Et encore une merci à tous et au plaisir de vous revoir ou de vous voir
pour celles et ceux que je ne connais pas et qu'on ne connaît pas encore. Bonne soirée à vous. À bientôt.